Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants La Grande Évasion dans le Sud. Nous allons à Bordeaux en compagnie de Philippe Prévost, responsable de l'Office de tourisme de Bordeaux. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Nous sommes en compagnie de monsieur Philippe Prévost, directeur de l'Office de tourisme de Bordeaux. Merci d'être avec nous. Merci à vous, surtout, de venir vers nous. Alors, situons Bordeaux pour les personnes qui nous écoutent à l'étranger via Internet, qui voudraient venir ou qui voudraient situer Bordeaux. Comment fait-on pour y venir ? Alors, pour y venir, vous avez bien sûr le chemin de fer depuis Paris, depuis la gare d'Austerlitz, mais vous avez surtout depuis Orly des lignes régulières toutes les heures. Il y a 14 allers-retours par jour en direction de Bordeaux. Donc ça donne quand même le choix. Donc Bordeaux se situe en Aquitaine. Bordeaux se situe en Aquitaine, dans le département bien sûr de la Gironde, qui est un des plus grands départements de France, et qui est tourné vers l'océan Atlantique. Vous n'êtes pas loin des Landes non plus. Pas loin des Landes, effectivement. Le Bordeaux a l'avantage d'être pas loin de la montagne. Nous sommes à peu près à 3 heures de la montagne, 2h30 des grands sites du Périgord, la vallée de la Dordogne, la vallée de la Vézère, à 40 minutes de l'océan. Vous voyez, c'est quand même aux portes pratiquement de Bordeaux. Et puis la campagne, le vignoble qui est à 10 minutes. D'accord. Pouvez-vous nous parler de Bordeaux à travers l'histoire ? Quelle est l'origine d'ailleurs de ce nom Bordeaux ? Alors Bordeaux, dans les premiers textes, on parle de Burdigala. De Burdigala qui était une ville romaine en bordure donc de la Garonne. On ne connaît pas l'origine exacte du terme Burdigala. Plusieurs historiens se sont essayés à trouver une étymologie, mais personne n'a trouvé véritablement. On pense le mot Burdigala, toutefois, viendrait des bituriges vivisques d'une tribu qui serait descendue de Bourges et qui se serait installée donc sur la rive gauche de la Garonne. Quels sont les points forts à travers le temps, à travers l'histoire ? Alors il y a l'époque romaine bien entendu, car il nous reste quelques vestiges de cette période, moins que de votre côté, au Arles, on a beaucoup moins de choses. Toutefois, on a des arènes quand même, une arène, mais les vestiges d'une arène qui pouvait contenir 25 000 spectateurs, mais qui est aujourd'hui réduit à peu près à 10% de sa surface. Il y a toujours des corridas à Bordeaux ? Alors, il y a eu des corridas jusque dans les années 60, dans la banlieue de Bordeaux, au Bouscat, mais à Bordeaux même, il n'y a jamais eu de corrida. D'accord. À Floirac également, sur la rive droite. Mais si vous voulez, c'est pas le sport national, si on pouvait dire, de notre ville. C'est Goya qui est venu à Bordeaux au XIXe siècle, le peintre, effectivement, a dessiné beaucoup de corridas à l'époque. Effectivement, c'était une activité qui était très importante, mais au début du XXe siècle, ça a périclité. Alors aujourd'hui, où se situe Bordeaux au niveau économique ? Quels sont les points forts qui font vivre la ville et sa région ? Alors évidemment, il y a le vignoble, bien entendu. Vous avez une couronne de plus de 5000 châteaux autour de la ville de Bordeaux. Un vignoble qui est un des plus grands de France, bien entendu, avec des noms prestigieux comme le château Margaux, le château Ozone, le château Yquem pour les blancs liquoreux. Là, on a un patrimoine économique ancestral qui, évidemment, permet à beaucoup de gens de pouvoir travailler dans Bordeaux et autour de Bordeaux. Ça, c'est important. Et puis, vous avez l'aérospatiale aussi, qui est très important à Bordeaux, avec, bien sûr, comme grande entreprise, vous avez Dassault, qui est une des pionnières dans la matière. Puis vous avez la SNIAS, vous avez de grandes maisons, et notamment qui participent à la fabrication de l'Airbus. Un peu comme à Toulouse, alors. Un peu comme à Toulouse. D'ailleurs, les morceaux de l'Airbus passent devant Bordeaux, puisqu'il y a eu des grandes barges qui ont été réalisées à cet effet, et on voit passer une aile, 2 ailes, etc., et ça passe sous le pont de Pierre, ça va jusqu'à Castel-Sandorte, jusqu'à l'embouchure du canal latéral à la Garonne, et là c'est pris en charge par des convois exceptionnels qui l'amènent jusqu'à Toulouse. Voilà. Un sacré travail. Ah oui, ça c'est titanesque, mais ça a été mis au point récemment. Alors bien sûr, on reçoit des touristes, on peut dire que Bordeaux aussi, la troisième industrie, après tout ça, c'est le tourisme, qui occupe quand même pas mal de gens. On reçoit des bateaux de croisière
puisque quand même on a un fleuve important à Bordeaux, la Garonne, qui fait 500 mètres de large, hein, ce n'est pas rien. Et nous sommes à peu près à 2h30 de l'embouchure de la Gironde par bateau. Bordeaux est également une ville de culture. Que propose Bordeaux justement au niveau culturel sous ses différentes facettes, concerts, cinéma, théâtre, festivals, etc. Alors bien sûr on a le Grand Théâtre de Bordeaux qui n'est autre que l'Opéra National de Bordeaux, où vous avez une grande saison évidemment d'opéra qui proposée toute l'année. On a aussi des points forts, notamment au mois d'octobre, et là ce mois d'octobre nous avons Evento qui est un grand festival d'expression contemporaine qui va durer pendant 3 semaines. On a Novart aussi, qui concerne davantage, si vous voulez, l'architecture. Et puis d'autres petits événements dont je vous parlerai tout à l'heure et qui sont beaucoup plus festifs. Quels sont les différents monuments, les curiosités que nous pouvons découvrir à Bordeaux en flânant dans les rues bordelaises ? Alors, les monuments, bon d'abord la ville elle-même, et on peut considérer que c'est un monument à part entière. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en juin 2007. Vous avez plus de 1810 hectares de son territoire qui a été classé donc sur la liste du patrimoine mondial. Ça comprend évidemment les rues, les maisons, les monuments, les places. Mais au milieu de tout cela, vous avez quand même des sites prestigieux comme la place de la Bourse, qui est un peu la moitié de la place Vendôme à Paris, bâtie au XVIIIe siècle. Vous avez quand vous arrivez à Bordeaux, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Bordeaux. Si, plusieurs fois, oui. Ah, vous avez cette façade là qui s'étend sur 2 km de long et qui est comme là deux bras qui s'ouvrent là pour vous accueillir. Et puis il y a la cathédrale, bien sûr, il y a le monument aux Girondins sur la place des Quinconces. Et puis il y a une multitude aussi d'églises médiévales. D'accord. Pour ça, et quand on regarde Bordeaux de loin, on a l'impression qu'on voit encore la ville médiévale d'il y a 4 siècles. Alors il y a eu un grand plan de rénovation à Bordeaux. Ah oui, alors évidemment, c'est à l'arrivée d'Alain Juppé en 1994. Nous venions de quitter 45 ans de règne de Jacques Chaban-Delmas, qui était maire et puis aussi ministre, sous le général de Gaulle en particulier, et Pompidou. C'est lui, on peut considérer, Alain Juppé, qui a décidé d'installer le tramway de Bordeaux, et qui a évidemment complètement modifié la façon de vivre la ville et de se déplacer. Et ça a été l'occasion, bien sûr, de réaliser des travaux de rénovation, d'infrastructure, et de mettre la voiture, de rejeter un petit peu la voiture en dehors de la ville, ce qui a été réussi. Tout comme à Toulouse, est-ce que vous avez l'intention un jour de passer au métro ? Non. Alors, je crois qu'il y a eu des études, justement, à l'époque de Jacques Chaban-Delmas, il y a des études de sol qui avaient été faites, parce qu'au début, Jacques Chaban-Delmas était pour, justement, le métro, parce qu'on pensait que le métro, ça faisait moins ringard que le tramway, qu'on avait d'ailleurs enterré, nous, à Bordeaux, dans les années 50. Il y avait déjà eu, en 58, il y avait d'ailleurs une grande cérémonie, on avait habillé un tramway en corbillard, pour dire, ben voilà, le tramway qu'on a depuis 1880, eh ben c'est fini, on n'en veut plus, etc. Puis finalement, presque un siècle après, on y revient. Et donc au début, on était pro métro. Pro métro, voilà. Et puis quand donc le nouveau maire est arrivé, non, les choses ont changé. Les études de sol aussi n'étaient pas favorables, parce Bordeaux est construit sur pratiquement de la vase qui a durci, ce sont les alluvions de la Garonne qui ont déposé ça au fil des millénaires, et on a eu très peur, donc on a préféré l'option tramway. D'accord. Pour certaines villes, finalement, on peut conjuguer les deux, comme à Toulouse. Ah oui, ça dépend oui, tout à fait. Ça dépend des villes. C'est vrai qu'à Bordeaux, c'est peut-être plus facile d'installer tramway, parce qu'il y avait déjà des artères beaucoup plus larges, vous voyez. C'est ça, oui. Toulouse, le centre-ville, c'est difficile de faire croiser un tramway tout à fait. Entre la place du Capitole et puis le pont. Tout à fait. Là, c'est compliqué, parce que la ville est restée médiévale. Nous, c'est une ville du XVIIIe siècle ouverte. C'est la ville hygiéniste, quoi, qu'ont monté les intendants et les architectes de l'époque. Et vous avez des jolis jardins à Bordeaux. Ah oui, alors évidemment, bon, c'est pas une ville-jardin comme on pourrait dans certaines villes, effectivement, on peut le dire. Mais il y a quand même des espaces verts qui ont été créés au XVIIIe siècle, là encore. Alors le jardin public en 1756, qui est le premier jardin public ouvert
aux passants, aux promeneurs. Ce n'est plus un jardin. Autrefois, au XVIIIe siècle, quand on crée un jardin, c'était toujours réservé soit à l'intendant, soit à l'archevêque. Il n'était jamais ouvert au public. Celui-là, il a été créé pour le public, pour les négociants qui venaient s'y promener le soir. On appelait ça d'ailleurs la bourse du soir à Bordeaux. Et puis il y avait les grandes artères aussi qui étaient plantées d'arbres, ainsi de suite. Et au XIXe siècle, on a continué, on a créé le parc bordelais, on a créé le jardin botanique, et ensuite on continue en 2004, c'est le jardin botanique qui passe de l'autre côté de la rive. Ce sont les aménagements des berges de la Garonne, des quais jardinés par Michel Corajou, qu'on connaît bien, qui est ce paysagiste qui a travaillé dans beaucoup de villes, etc. Et puis si vous voulez, Bordeaux, il y a tellement autour un écrin de verdure entre les coteaux, le vignoble, la campagne, que la nécessité d'avoir la campagne à la ville, c'est pas une obligation, parce que les Bordelais, pouf, le week-end ils s'en vont, ils vont sur le bassin d'Arcachon, ils vont dans la forêt. Ils sont tout de suite sortis de la ville. Pratiquement, oui. Oui. On met pas 1 heure ou 45 minutes pour sortir de Bordeaux, c'est impensable. Et cette fameuse rue Sainte-Catherine dont tout le monde parle. Alors la rue Sainte-Catherine, ah oui, alors ça c'est le mythe de la rue Sainte-Catherine, parce qu'on trouvait tout à la rue Sainte-Catherine, aussi bien les chaussures que la sciure pour nettoyer la cuisine ou la souillarde, comme on dit ici. On trouve de tout. Donc effectivement, cette rue qui fait près de 1,5 km de long, c'est une des plus grandes voies commerçantes de France. Quels sont les personnages historiques à travers le temps qui ont jalonné la ville de Bordeaux, qui ont marqué? On a Aliénor, bien sûr, la reine Aliénor, qui vivait au palais de l'Ombrière, derrière la porte Caillot. On a également le prince noir, son fils, qui est connu aussi, parce que Bordeaux est quand même resté anglo-gascon jusqu'en 1453, c'est-à-dire la date de la bataille de Castillon, qui met fin à la guerre de 100 ans. On a aussi quand même des personnages comme Montaigne, au XVIe siècle, qui va apporter l'humanisme depuis son château de Saint-Michel de Montaigne, à côté de Castillon-la-Bataille, justement. Au XVIIIe siècle, on a un personnage qui est phare, que tout le monde connaît sur le plan international, c'est Montesquieu, bien sûr, qui était à la fois philosophe mais aussi vigneron. Et enfin, François Mauriac, l'écrivain François Mauriac, qui a évoqué évidemment l'atmosphère de la ville, de ses familles qui vivaient dans le quartier des Chartrons. Donc Claude Chabrol d'ailleurs a fait une adaptation il n'y a pas très très longtemps avant de son décès. Et on a évidemment ce personnage qui aussi décrit la forêt landaise. C'est un peu le poète de la forêt landaise et de toute cette atmosphère de la vallée de la Garonne, de ces belles propriétés au milieu des vignes. Ça, je crois que c'est quand même 3 personnages. D'ailleurs, on les appelle ici les 3M. Vous avez des acteurs aussi, des chanteurs aujourd'hui, qui sont originaires de Bordeaux. Ah oui, on a Pierre Palmade, par exemple. Voilà. Qui est de Bordeaux, puis il y en a plein d'autres aussi. Puis le bassin d'Arcachon, notamment le Cap Ferré, ça devient un lieu où se rencontrent un peu beaucoup d'artistes. Oui, on parle beaucoup du Cap Ferré en ce moment. Oui, mais on en parle un peu trop. Ah bon? À mon avis, parce que c'était un lieu qui était assez idyllique, paisible, et là maintenant ça devient infernal, quoi. Malheureusement, c'est souvent le cas. On fait trop de promotions sur des lieux et puis après qui deviennent difficiles à vivre pendant 3 ou 4 mois. Ouais. L'urbanisation est galopante un peu comme partout. C'est un peu dommage, oui. Et ça, c'est dommage parce que c'était un lieu qui était privilégié. Bon, bien sûr, les élus locaux essaient de maintenir, mais c'est pas évident quand vous avez la population qui quadruple en quelques mois. Ah, tout à fait. On connaissait sur la Côte d'Azur. Vous connaissez ça, oui, sur la Côte d'Azur. Ben oui, mais nous, on vit peut-être ce que vous avez connu à la Côte d'Azur il y a 10 ou 20 ans. Voilà. Ça commence comme ça et ça finit mal, quoi. Enfin, pas mal, mais ça pourrait être mieux. C'est sûr. Ça pourrait être mieux. Quelles sont les spécialités culinaires de la région? Alors, les spécialités culinaires de la région, c'est d'abord l'entrecôte, à la bordelaise, bien sûr. Alors l'entrecôte, on va la chercher à Bazas. Il y a une race qui s'appelle la race bazadaise, qui est très cotée, c'est bien le cas de le dire, et qui donne une très très bonne viande persillée. On a les cèpes, les fameux cèpes bolés du Périgord,
qui poussent. D'ailleurs, il y a une poussée il n'y a pas très longtemps parce qu'on a eu beaucoup de chaud. Mais là, on a de gros orages. Donc ça a fait des poussées incroyables dans la forêt. Donc les cèpes à la bordelaise, tout simple, persillés, avec de l'ail, de l'huile, très bon. Il faut les faire toujours 2 ou 3 jours à l'avance pour qu'ils soient meilleurs. On a les huîtres du bassin d'Arcachon, bien entendu. Les huîtres, et puis la lamproie à la bordelaise. Est-ce que les gens de chez vous savent ce que c'est la lamproie? Vous allez nous expliquer. Ah, voilà. Parce que je pense que la lamproie, il n'y en a pas par là. Hein, Non, je pense pas, non. Elle ne remonte pas dans les rivières, non. Chez vous. Elle remonte pas jusqu'à Toulouse, en tout cas. Non plus. La lamproie, c'est un petit peu un poisson qui revient de la nuit des temps, de la préhistoire. C'est un invertébré, curieusement, et qui remonte à peu près en mars et avril. C'est un poisson qui vient frayer, comme beaucoup de poissons, au printemps dans la Garonne. Et c'est comme une grosse anguille, vous voyez, comme un congre, on peut dire un congre, vous voyez, que l'on cuisine, alors qu'on cuisine au vin. Alors on l'attrape, la lamproie, mais elle fait quelquefois presque 1 mètre de long. Hein. Ah, quand même. Oui, c'est quand même assez monstrueux. Et ça a une bouche un peu, vous voyez, comme une bouche à ventouse. Oui. Comme comme une grosse ventouse. Alors on l'accroche à un crochet de boucher. Ouais. Et là on entaille. Et là il y a beaucoup de sang qui coule. Ce sang est récupéré, mélangé avec du chocolat. On le récupère. Et après on fait revenir les morceaux, si vous voulez, de lamproie, que l'on farine éventuellement, que l'on met que l'on fait revenir dans l'huile ou dans l'huile d'olive, Et ensuite on met du vin que l'on brûle. Et après on met les poireaux à l'intérieur. Alors c'est des poireaux qui sont frais, on les coupe en morceaux, on met de l'ail, on met du thym, on met pas du romarin mais du laurier, on met un clou de girofle, on met 2 ou 3 morceaux de sucre dedans parce que la sauce il faut qu'elle soit un petit peu sucrée, et on rajoute cette mixture doucement à l'intérieur de sang et de chocolat mélangé. Alors chocolat, c'est-à-dire une bille de chocolat, on va mettre une tablette. Ouais. Et on mange ça 3-4 jours après, parce qu'il faut quand même que ça reste un peu sur les réchauds. Ouais. On mange ça avec du pain qui est, comment dirais-je, à l'ail, vous voyez, du pain à l'ail, qui est passé un petit peu au four. Et c'est délicieux avec des pommes de terre également. Oui, en effet, ça doit être délicieux. Voilà. C'est un plat qu'on mange plutôt l'hiver? Non, parce que c'est finalement assez léger. Oui. Quand on a même une petite faim en été, bon, évidemment, il ne faut pas qu'il fasse 30 ou 40 degrés à l'ombre. Non. Mais voilà, quoi. C'est quand même un plat qu'on peut manger et qui reste en bocal. Donc vous pourrez en déguster à Bordeaux, dans certaines brasseries, toute l'année. D'accord. Ça se conserve très très bien. Avec un petit verre de Bordeaux. Oui, du blanc alors. Du blanc, d'accord. Pas du rouge, hein, parce que c'est un poisson. Alors les blancs, ça peut être un entre-deux-mers, ça peut être un grave. Voilà. On marque une pause sur Fréquence Évasion, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour dans la Grande Évasion dans le Sud, toujours en compagnie de Philippe Prévost, responsable de l'Office de tourisme de Bordeaux. Alors, quelles sont les infrastructures qu'offre la ville de Bordeaux pour les personnes qui voudraient venir s'installer? On reçoit tous les ans beaucoup de ce qu'on appelle les nouveaux arrivants, là. On les reçoit d'ailleurs à l'hôtel de ville de Bordeaux en leur remettant un kit de documentation. Alors ça, c'est au hasard des mutations que ces gens-là viennent là, mais par eux-mêmes, parce qu'ils ont décidé que la vie à Paris, c'était terminé, ils n'en voulaient plus. Et quand leur métier se conjugue, ils viennent à Bordeaux. Et c'est vrai qu'ils sont toujours très contents, parce que dans tous les quartiers, il y a des écoles, comme au Lisier, il y a des crèches. Il y a quand même un art de vivre qui est quand même assez étonnant. Hein. Ah, tout à fait. Il n'y a pas de bruit, il y a pas. C'est vrai qu'on a des quartiers qui sont très très étalés, très résidentiels, notamment grâce à les shops. Les shops que vous connaissez peut-être. Oui. Voilà. Pour dire, pour vos auditeurs, personnes qui nous écoutent, les shops, c'est vraiment l'habitat traditionnel bordelais. D'ailleurs, on peut dire depuis le XVIIIe siècle, quand les premiers gens, les colonies de paysans sont venus repeupler la ville au XVIIIe siècle, il a bien fallu les installer. Et naturellement,
ils ont construit ces maisons qui étaient avec un rez-de-chaussée, une porte au milieu et une fenêtre ou à droite ou à gauche ou une fenêtre des deux côtés, suivant la position sociale de l'habitant. Alors on en a beaucoup dans le quartier de la Gare, parce que la Gare, c'était un grand réservoir pour le travail. On a cherché beaucoup de gens pour travailler autour au chemin de fer à l'époque. Et là, vous avez des quartiers entiers qui sont donc en bordure des rues. Vous avez des alignements des shops. Et il y en a plus de 25 000 à Bordeaux. C'est tout à fait typique. Et surtout, c'est un habitat de grande qualité. Parce que les gens apprécient beaucoup, parce qu'à l'arrière, vous avez souvent un petit jardin qui fait 200 ou 100 mètres carrés, ce qui est quand même intéressant. Et tous ces petits jardins communiquent entre eux. C'est-à-dire que vous avez l'impression, quelquefois, même d'avoir un lieu qui est partagé par tous. Alors les uns mettent de la glycine, les autres un arbre fruitier, les autres un bel arbre, etc. Donc vous profitez finalement de la nature du voisin. Tout à fait, c'est intéressant. Justement, alors, je voulais vous poser la question suivante. Tout comme à Marseille, Montpellier ou Toulouse, est-ce que vous constatez une immigration qui vient du Nord pour justement s'installer à Bordeaux? Ah oui, la population de Bordeaux croît régulièrement. Oui. Il y a une attraction pour Bordeaux. Bon, c'est vrai que on en a parlé beaucoup. C'est vrai qu'on a un maire quand même qui se démène pas mal et qui fait un peu la publicité malgré lui de la ville, quand là où il est. Et la presse également en parle beaucoup, la radio, comme vous aussi, la télévision. C'est vrai qu'il y a un réflexe Bordeaux naturel maintenant, qui est quand même... bon, on l'a toujours plus ou moins connu, mais là, on peut dire que le phénomène s'accélère. Oui. Puis avec la ligne TGV aussi, ça facilite les choses. Alors la ligne TGV, bon, nous sommes à 2 heures des brouettes de Paris, donc ça fait quand même 2h53 ou par là. Donc c'est même l'avion, bon, c'est 1 heure, mais enfin le temps d'aller à son travail, on n'est pas de porte à porte, donc finalement ça se partage entre le TGV et puis les lignes régulières d'Air France sur la capitale. Oui, c'était un peu comme Nîmes, hein. Nîmes, Paris, c'est 2h50. Ah oui, voilà. Bon, et 1 heure en avion. Et 1 heure en avion, oui. 1 heure en avion. Tout à fait. Oui. Est-ce que l'Office de tourisme organise des visites guidées et des activités? Ah oui, ben nous on a plein. Bon, bien sûr, on a plein de. Vous allez me dire, on fait de l'autosatisfaction, mais non. Bon, l'Office de tourisme a toujours une tradition d'accueil. Il faut dire que l'Office de tourisme est très ancien ici à Bordeaux. Il a été créé en 1907. Ah ben en effet, oui. On a fêté d'ailleurs en 2007 le centenaire de la maison. Et il y a toujours une tradition d'accueil, de terroir, de gastronomie, etc. Déjà, on faisait la promotion. Vous savez, on n'a rien inventé. Moi, quand je regarde les archives de l'Office de tourisme, là, qui sont datées d'avant-guerre, c'était les mêmes discours qu'on tient aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ça n'a pas bougé. Donc, on a toujours eu cette tradition. On a toujours proposé des visites régulières de Bordeaux. On faisait même à l'époque, dans les années 30, des visites du vignoble en jeep. C'était des jeeps qui étaient des sortes de jeeps commerciales, très longues, des petits microcars, quoi. Et on promenait les gens déjà un peu partout. Enfin, il y avait une grosse activité dans les années 30. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que Bordeaux était un port où il y avait beaucoup de transatlantiques. Oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup de paquebots. Il y avait la ligne qui partait vers l'Amérique du Sud, le Chili, vers également l'Argentine. Au Brésil, il y avait les lignes régulières. Et puis, il y avait aussi toute l'Afrique à cause des colonies. Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Donc, il y avait des lignes régulières. Et Bordeaux a toujours été... Pour les gens qui étaient de Paris, il fallait qu'ils viennent toujours à Bordeaux par le train pour pouvoir gagner leurs parents qui étaient à Alger, qui étaient à Sao Paulo, etc. Oui, ça fait penser un peu à Marseille, quoi, finalement. Voilà, oui, un peu. Bon, c'est vrai que nous, on n'a pas une prise directe sur la mer comme Marseille. Là, la mer, elle est à 2 heures, mais c'est quand même la Gironde... Il fait 12 km, c'est un fleuve qui fait 12 km de large. Oui, tout à fait. À un moment donné, donc c'est quand même presque une mer. D'ailleurs, la Garonne devant Bordeaux, ça s'appelait la mer de Garonne, la mare des Garonnes. Ah, d'accord. Tellement elle était large. Là, on l'a raccourci un peu parce qu'on a construit un peu en bordure, mais elle était très large. Donc, vous voyez cette tradition d'accueil. Et puis alors, nous, on continue, on fait des visites du vignoble tous les jours.
Il y a des visites de ville comme dans toute ville. Vous allez me dire, mais tous les jours il y a des découvertes. Enfin bon, si vous voulez, notre offre patrimoniale découverte est très très large. Il y a de très jolis châteaux d'ailleurs. Hein. Ah oui, il y a de très jolis châteaux. Bon, bien sûr, ce ne sont pas des châteaux où on l'entend, ce ne sont pas des châteaux forts, ce ne sont pas des châteaux de demeures, de palais, des plaisances, comme on trouve, ou des châteaux royaux, comme on trouve en bordure de la Loire. Des grandes propriétés plutôt. Mais c'est quand même des grandes propriétés. Vous avez quand même au milieu souvent des petits châteaux qui sont très raffinés, de conception, où on peut vivre déjà, où une famille peut vivre, qui sont à échelle humaine, mais qui ont été reconstruits pour les plus anciens au XVIe siècle, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, avec un des modèles de château qui a prévalu, qui s'appelle la Chartreuse. La Chartreuse bordelaise, là encore, c'est un bâtiment à un seul rez-de-chaussée. Généralement, c'est un rez-de-chaussée surélevé, mais qui fait quand même à peu près 7 travées. C'est-à-dire qu'en façade, vous avez à peu près 7 fenêtres, avec un perron central, voyez, au milieu, qui conduit à l'étage noble, et vous avez des salons de chaque côté, en enfilade, qui permettaient aux Bordelais, quand ils étaient en hiver, ils vivaient, vous voyez, dans la ville, et l'été, au printemps, ils allaient rejoindre leur propriété au milieu de leur vignoble. Vous voyez, il y avait ce va-et-vient constant, qui a été supprimé un peu après la mode des cités balnéaires. C'est vrai. Au XIXe siècle. Oui, c'est vrai qu'après... Après, on est allé à Royan. À Royan, tout à fait. On a été à Soulac. Soulac-sur-Mer, oui. Soulac-sur-Mer, voilà. Et puis on a été à Arcachon, bien entendu. Voilà, alors après, si vous voulez, les séjours dans la campagne, on y allait moins. On n'y allait que pour la chasse, souvent, et pour les récoltes. Voilà, pour les vendanges. Et de l'autre côté, en parlant de plage, vous avez mis Misan, Biscarrosse, qui n'est pas très très loin. Oui, mais alors après, c'est les Landes, ça. C'est les Landes, oui. C'est plus la Gironde. C'est plus la Gironde. Enfin bon, il y a des possibilités, je veux dire. Enfin, c'est plus loin déjà. C'est un peu plus loin. Nous, la plage la plus proche, c'est à 40 minutes, c'est le Porge. Je ne connais pas. Voilà, le Porge, c'est pas très loin. C'est, vous voyez, Mérignac, l'aéroport de Mérignac. Ben voilà, il faut aller au plus droit vers l'océan, et vous êtes au Porge. C'est une petite station, mais où vous avez 4 ou 5 maisons autour d'une église, je veux dire, c'est pas... Oui, on peut se baigner, voilà. On peut se baigner. Alors, vous vouliez me parler de petites manifestations, de fêtes, il y a quelques instants. Ah oui, alors les petites fêtes, enfin les grandes fêtes qu'on organise, il y en a une tous les ans. Alors cette année, c'était la fête du fleuve, et c'est en alternance avec la fête du vin. D'accord. La fête du vin qui va avoir lieu donc en 2012. Pendant une semaine, c'est un grand festival autour du vin qui réunit les professionnels du vin, bien entendu, qui est destiné à tout le monde, à tout public, alors qu'il y a des manifestations qui sont organisées comme Vinexpo, qui sont réservées à des professionnels au mois de mai, les professionnels du vin. Là, c'est vraiment une fête qui est d'abord organisée sur les rives de la Garonne, donc qui est tout ouvert à tout le monde. Alors vous avez des concerts, vous avez des régates sur la Garonne, vous avez un pass dégustation qui vous permet d'aller d'une appellation viticole à une autre, moyennant un pass de 15 €. Vous pouvez déguster 6 vins, vous voyez, différents. On vous offre le verre avec, que vous avez dans une pochette. Et puis vous vous baladez d'un stand à un autre, et sur présentation d'un ticket que vous avez acheté au préalable, vous pouvez passer votre journée à déguster du liquoreux, du rouge, des vins blancs secs, etc. Mais c'est que les vins d'Aquitaine. Que les vins d'Aquitaine. Philippe Prévost, est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs de Fréquence Évasion? Eh bien écoutez, déjà, s'ils ne connaissent pas Bordeaux, ou si même ils l'ont vu seulement il y a des années, très longtemps, il y a 10 ans, 15 ans, il faut y revenir parce que la ville a complètement changé. La ville s'est ouverte vraiment sur le fleuve, il n'y a plus ces vieilles grilles dont souvent les étrangers ou les habitants d'autres villes nous parlent, qui fermaient le port de cette ville noire encrassée qui ressemblait à une bouche aux dents caries. Parce qu'il y avait des façades qui restauraient, il y en avait d'autres qui étaient noires. Bon, tout ça, ça a disparu. Et vraiment, c'est une ville où on respire la mer, on respire le fleuve, on respire la nature. Et puis c'est quand même une ville agréable à vivre, quoi. C'est vraiment la campagne et la ville. Vous avez mis en valeur le patrimoine.
Ah mais bien sûr, oui, tous les monuments sont pratiquement ravalés. Il y a une signalétique très agréable qui permet de le découvrir. Bon, il y a toujours des choses à améliorer, bien sûr, parce qu'il faut un suivi surtout, dans ce cas-là, pour que ce soit au top. Mais voilà, on y arrive, on essaie toujours, on fait au mieux. Alors, vous avez un site internet? Oui, tout à fait. Alors, le site internet, c'est www.bordeaux-tourisme.fr. Philippe Prévost, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. À très bientôt. Merci à vous, et donc j'embrasse tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Merci, au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.